toute chose bouge. Je suis convaincu que ceux qui défendent l'incorruptibilité des choses célestes le font par crainte de vivre peu. Pour ma part, je ne laisserai pas mon âge et mon exil être un frein à mon esprit ardent. Mon histoire sur cette terre qui tourne joyeusement autour du soleil commença à Pise. Vincenzo, mon père, était professeur de musique. Ce furent sans doute les notes qui éveillèrent ma curiosité sur les phénomènes de la nature. En 1580, à l'âge de 16 ans, je m'étais inscrit comme étudiant en médecine et en philosophie à l'université de Pise. Mais c'étaient les mathématiques qui me fascinaient. Dans la cathédrale de Pise, en observant le balancement d'un lustre, j'utilisais le battement de mon pouls pour établir qu'il battait avec la même mesure, que les oscillations soient grandes ou petites. Grâce à l'isochronisme du pendule, j'eus l'intuition que la mathématique et la géométrie sont le langage du cosmos. Je passai 9 ans à étudier et enseigner entre Pise et Florence. Lorsque, grand honneur, l'université de Pise m'offrit la chaire de mathématiques. Mais je ne pus résister longtemps parmi ces pédants, pleins de morgue, défenseurs dogmatiques de tous les écrits d'Aristote. Moi, qui apprécie plus une petite vérité que de longues et inutiles disputes sur les grandes questions. Ah, quel soulagement ce fut pour moi d'accepter une chaire à l'université de Padoue. La ville était un centre bouillonnant d'études et d'échanges dans la sérénissime République de Venise. J'y ai sans doute passé les 18 meilleures années de ma vie, y trouvant un milieu adapté pour développer mes recherches. Je développais ma propre méthode basée sur la rigueur des démonstrations en géométrie et sur l'observation de la nature. Une méthode assurément scientifique. De plus en plus convaincu que l'univers était écrit en langage mathématique, j'approfondissais mes études sur le mouvement des corps, pour découvrir des règles qui régissent tant les astres dans le ciel qu'une bille sur un plan incliné. Et c'est justement en regardant le ciel que j'ai fait mes plus belles découvertes. J'avais déjà construit plusieurs instruments, comme le compas, qui m'avait fait connaître en Europe. Lorsque me parvint l'écho d'un admirable instrument qui agrandissait l'image, utilisé par pure extravagance ou dans le cabinet de quelques gentilshommes curieux. J'améliorai bientôt la lunette, non pour regarder la terre, mais pour la pointer vers le ciel. La lunette est un tube auquel sont appliquées 2 lentilles, un objectif convergent et un oculaire divergent. L'oculaire capte les rayons convergents provenant de l'objectif en les rendant parallèles et en formant ainsi une image droite et grossie jusqu'à 20 fois. Braquée vers le ciel, elle me fit découvrir que la Voie lactée est faite d'une immense étendue d'étoiles, que nul n'avait jamais vues auparavant. Et en regardant la Lune, grande fut ma surprise de ne pas y trouver une surface lisse et uniforme, parfaitement sphérique, comme tous le croyaient pour les corps célestes, mais inégale, accidentée, constituée de cavités et de protubérances, pas autrement que la surface de la Terre elle-même. Cela réfutait une fois pour toutes la théorie aristotélicienne de la nature différente des corps célestes par rapport à la Terre. Mais l'observation de Jupiter entraîna une véritable révolution. J'y voyais 4 satellites qui lui tournaient autour et qui le suivaient tout au long de son orbite.
L'impossibilité qu'un astre puisse tourner autour d'un autre corps en mouvement était une des preuves censées appuyer le modèle géocentrique de Ptolémée. Et voilà qu'il éclatait en 1000 morceaux. Grâce à ces observations et à de nombreuses autres, dont les phases de Vénus et de Mercure, il semblait bien plus probable que le modèle copernicien était exact, avec le Soleil au centre et la Terre et les autres planètes lui tournant autour. La lunette et les découvertes du monde céleste me donnèrent une telle renommée que les Médicis m'appelèrent à Florence comme savant de cour. Mais je gênais de plus en plus les ennemis de la vérité. On me conseillait d'être prudent, spécialement avec l'Église, qui considérait comme vrai le modèle de Ptolémée, où la Terre est immobile, au centre de l'univers. Je me rappelle quand le pape Urbain VIII fut élu en 1623. Enfin, une bonne nouvelle. Quand il était cardinal, il avait montré une admiration sincère pour mes études. Je me sentais plus libre d'exprimer mes idées. Comme j'étais naïf. Je travaillais bientôt à un nouvel ouvrage, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Un dialogue, justement, où je devrais dire une dispute entre les partisans du modèle copernicien et du modèle de Ptolémée. Vous vous en doutez bien que les premiers furent plus convaincants que les seconds dans mon manuscrit. Je croyais, vain espoir, que la forme de dialogue entre des personnages imaginaires aurait sauvé les apparences, assez pour me mettre à l'abri. Mais au contraire, le pape Urbain VIII fut au paroxysme de la colère. Je me demande encore pourquoi. Probablement pour ma façon de ridiculiser le personnage de Simplicio, qui dans le dialogue était partisan médiocre et dogmatique du modèle de Ptolémée. Ou peut-être à cause de mes arguments trop serrés sur les marées, sujet dont il m'avait été en fait interdit de trop parler. Sans doute de peur que cela finisse par prouver le mouvement de la Terre. Allez savoir. Je fus convoqué à Rome pour le procès. J'y passai les mois les plus angoissants de ma vie, craignant d'être brûlé vif au bûcher. La prison et le spectre de la torture brisèrent mon âme. Pourquoi devrais-je tant souffrir juste pour avoir dit la vérité? Et c'est bien la vérité que j'ai dû renier pour avoir la vie sauve. L'abjuration devant le tribunal a été le geste le plus douloureux pour l'homme de science que je suis. Mais mon attachement à la vie et la volonté de poursuivre mes études étaient trop forts. Depuis des années, je suis enfermé dans cette demeure, hors de Florence, condamné à l'exil par l'Inquisition. Ils m'ont vaincu. Je suis vieux, malade et désormais aveugle. Mais les idées et la vérité ne peuvent être enfermées ni vaincues. Et l'aveuglement ne peut les occulter. Moi en premier, grâce à ma lunette, j'ai observé le ciel d'un regard neuf, et d'autres après moi inventeront des instruments capables de porter notre regard de plus en plus loin pour comprendre l'immensité de l'univers.